bonjour à tous. Pour vous présenter cet après-midi cette lecture par Paul Dubouché de son roman qui s'appelle « L'Annonce » et qui a été publié chez Gallimard au début du printemps et ensuite dans notre collection de livres audio « Écoutez lire » à peu près au même moment. Je vais commencer par citer une phrase de Paul Dubouché elle-même qu'elle a dite à l'occasion d'une rencontre en librairie pour la sortie de son livre. Paul nous a dit « En fait, j'écris pour ne pas parler. » Et pourtant, quand la question s'est posée qu'elle lise elle-même son livre audio, elle a relevé le défi. Et à travers cette expérience de l'enregistrement, elle nous a prouvé une chose très intéressante, c'est que si je devais être un autre, on est certain que je est surtout une autre. Bonne lecture. Merci Laure. En 1998, j'ai reçu un coup de téléphone. J'étais à la campagne, debout, près de la cheminée sans feu. C'était l'été. Je ne sais plus qui était au bout du fil, sans doute quelqu'un de proche, puisque, à un moment de notre conversation, j'ai entendu « Au fait, tu as su que Miette est morte ?» Dans l'instant, l'énormité de la nouvelle a été gommée par la banalité de ce mode téléphonique, ce « au fait », en même temps qu'était gommée l'identité de la personne qui me l'apprenait. Je n'avais pas su, et cela faisait plusieurs années que je ne l'avais pas vue. Mais Miette avait été ma plus chère amie d'enfance et d'adolescence, et après que j'ai raccroché, cette nouvelle, trop tardive pour en être une, m'a anéantie. Ce qui me bouleversait alors, je l'ai compris après, refaisant le trajet de notre amitié si particulière, c'est que selon les modalités singulières de cette amitié, c'était à elle, Miette, de m'apprendre sa mort. Miette avait toujours été celle par qui arrivaient les nouvelles. Miette. Ce surnom à la consonance absurde avait pris l'entière place de son prénom d'origine, et dans son entourage, personne ne l'appelait autrement. Au point que plus tard, lorsqu'il m'arriva d'éprouver une pointe de jalousie en apprenant qu'elle s'était faite une amie en classe où elle n'existait que sous son prénom de naissance, il me semblait détenir quand même la prérogative suprême, celle de l'appeler Miette. Miette, c'était son nom, jamais entendu comme un nom commun, comme le mot désignant la fraction microscopique du pain sec ou celui évoquant l'idée du peu qu'il reste. C'était un mot entier et puissant qui ne désignait qu'elle. Elle était Miette, et nous, qui avions le privilège de l'aimer, avions aussi celui de connaître son vrai nom. Sur une photo des années 50, nous sommes assis sur un banc, Miette, son frère et moi. Elle est entre nous. G doit avoir 4 ans, moi 3, elle 2 et demi. G et moi semblons deux patapoufs ahuris. Bizarrement, nous nous grattons tous les deux la tête en regardant nos chaussures. Nous sommes assis en bout de banc, on nous a poussés là pour la photo. Nous faisons une moue de gamin maussade. Miette, elle, est radieuse. Dans une salopette trop grande, elle ressemble à un poussin ébouriffé. Minuscule, rayonnante, elle regarde le photographe en rigolant. De cette époque, je n'ai pas de souvenir. Nos parents respectifs étaient encore ensemble, mon frère et sa sœur étaient encore à naître. Seulement cette impression d'incroyable gaieté qui se dégage d'elle sur la photo. Nous ne nous quittons plus. Dans l'enfance, il y a Miette. Les 3 enfants vivent avec leur mère dans un appartement exigu, sous les combles d'un immeuble du quartier latin à Paris. Des conditions de vie difficiles. Le père s'est remarié et vit à l'étranger. La mère peine à boucler les fins de mois, enchaîne les travaux intermittents, mal payés et les aventures amoureuses, et subit la dure réalité des avortements clandestins à une époque où contraception et avortement sont des mots obscènes. Je les ai l'un et l'autre appris de Miette lorsque nous avions 9 ou 10 ans. Objectivement, c'est une vie dure et chaotique, mais je n'ai pas envie d'écrire la cause et les effets, l'objectivité à laquelle on peut se résoudre. Ce qui transparaît aujourd'hui, ce que je perçois obscurément déjà chez mon ami, dès notre petite enfance, c'est son mystère. Une part cachée qui me fascine parce qu'elle résonne en moi en un lieu inaccessible et très sensible à la fois, et m'inquiète parce que je ne comprends pas de quoi elle est faite et que cette résonance me prend de court. Nous sommes très proches et très différentes.
Nos différences tiennent à ce que chacune est, bien sûr, mais aussi à ce que chacune a. Matériellement, j'ai ce que Miette n'a pas. Une maison et même plusieurs, une famille constituée, oncle, tante, cousin, grand-mère, des lieux suffisamment spacieux pour que cette famille fasse nombre lors de week-ends, de vacances ou d'anniversaires. Miette, précisément, n'a rien. Elle n'a en propre que des secrets, notamment celui-ci, qu'elle me confie un jour vers l'âge de 7 ans. La mort, moi je sais, il faut la tuer. Rue S, la vie était étroite, et quand les choses devenaient trop difficiles, les enfants étaient envoyés ailleurs. Miette, elle, venait chez nous. Difficile, c'était le mot qu'employait ma mère. Parfois, elle disait aussi compliqué. Lorsque je lui demandais pourquoi, en pleine semaine, mon ami arrivait avec son cartable et son petit bagage. Et je comprenais qu'il y avait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Alors les choses s'inversaient. Elle avait plus que moi. Elle avait quelque chose qu'elle garderait pour elle et ne me confierait pas. Je ne lui posais pas de questions, l'entente là-dessus était tacite. Notre gaieté de nous retrouver s'appuyait aussi sur ce silence. Respecter son secret, c'était d'une certaine manière le partager. Ces séjours étaient des temps de joie volés à la routine, mais je me demandais toujours si sa mère ne lui manquait pas. Où était-elle? En quel lieu où elle ne pouvait emmener sa fille? Je m'étonnais de l'apparente indifférence de mon amie. Ces allers et retours entre chez nous et chez elle, auxquels elle paraissait se prêter sereinement, il me semblait, moi, que j'aurais sombré s'il m'avait fallu en subir ne serait-ce qu'un seul. Ma propre mère s'absentait également, volant vers son amour, et ses absences me précipitaient dans le chaos. Miette, elle, semblait ne pas s'émouvoir des disparitions de sa mère. Nous étions simplement heureuses d'être ensemble, le soir, lit contre lit, et de ces occasions de bavarder interminablement à mi-voix sur un ton de haute confidence. Je ne peux pas dire que Miette était l'ombre et moi la lumière. Je ne peux pas dire qu'elle était mon double et que nous nous complétions. Je ne sais au vrai ce que j'étais pour elle. Aujourd'hui, avec la distance, je pense que j'ai été un amer dans une tempête qu'elle tentait de maîtriser et aussi de cacher. Ce qu'elle était pour moi, la surface apparemment paisible d'un puits profond dans lequel je croyais reconnaître mes propres tourments. Je pensais distinguer chez elle l'innocence rafraîchissante de qui a vaincu ses démons. Elle croyait peut-être trouver chez moi la force tranquille que je n'avais jamais eue. Nous nous sommes amarrés l'une à l'autre sans imaginer que nous ne savions rien l'une de l'autre, hormis cette parenté diffuse dans une souffrance liée à nos parents. Ce malentendu mutuel avait forgé une relation d'une solidité absolue. Ce que nous avions en partage réellement, je ne saurais dire, mais de manière certaine, une forme d'incapacité à restituer la linéarité du temps qui nous obligeait, selon des modalités différentes, à inventer sans cesse. Cette linéarité, qui semblait l'apanage de toutes mes autres camarades, capables de raconter leur journée, leur week-end ou leurs vacances, il nous était aussi impossible à l'une comme à l'autre de la concevoir que l'aurait été par exemple l'idée de courir tout en restant sur place. Dès que j'ouvrais la bouche, c'était comme si la réalité se délitait. Mais là où je me taisais ou me contentais d'une piètre approximation, Miette, elle, racontait magnifiquement. Depuis toute petite, elle inventait sa vie avec une ferveur que je lui enviais. J'admirais sans réserve sa capacité à rendre compte par un récit oral de ce qu'elle n'avait pas vécu dans la réalité. Je vivais, moi, les choses du quotidien dans une sorte de douleur brumeuse que j'étais incapable de mettre en mots. Les constructions imaginaires de Miette ne se distinguaient pas du monde qui nous entourait. Entre le domaine de ses inventions et celui de nos vies, il n'y avait pas de rupture. Par ses récits, elle restaurait une continuité défaillante. À 7 ans, j'étais obsédée par cette idée de continuité qui semblait me glisser entre les doigts, tout comme m'échappait un certain réel commun que simplement je ne comprenais pas. Cette année-là, nous avions reçu notre premier cahier de classe. Il sentait bon, les pages fleuraient le propre, la colle, le blanc. Le jour de la rentrée, la maîtresse nous l'a fait ouvrir à la première page et nous a demandé d'écrire notre prénom sur la page de gauche en sautant 2 carreaux. J'étais troublée par l'idée de salir le cahier, mais j'ai écrit. Ensuite, il fallait recopier un petit texte au tableau.
Arrivée au bas de la page, je suis restée la plume en l'air. Il n'y avait plus de place sur la page. J'ai regardé ma voisine qui continuait sur la page de droite. Cela m'a semblé absurde, une insulte à la sainteté du cahier et à sa logique. On écrivait de gauche à droite et de haut en bas, pas de bas en haut. Avec le sentiment de faire une énorme bêtise, j'ai continué à écrire mon texte sur la table, de haut en bas. Patiemment, j'ai trempé ma plume dans l'encrier et l'ai enfoncée dans le bois tendre de la table, espérant secrètement que la maîtresse ne me verrait pas, cachant mon forfait du bras gauche, avec la bonne conscience de la désobéissance civile, mais en pleine perdition. Et puis j'ai entendu une voix perchée. « Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là » Celle-là, c'était moi. La partie de moi qui écrivait à l'encre sur la table de bois avec la conscience impuissante que c'était ce qu'elle devait faire, dût-elle le payer très cher. J'ai fondu en larmes, tandis que le reste de la classe explosait de rire. Sans doute cette nécessité du haut en bas avait-elle répondu aux besoins d'une logique insaisissable pour les adultes. Rentrée à la maison, je n'ai pas su expliquer. Avoir été punie par la maîtresse, je m'y attendais, mais expliquer à ma mère que je l'avais été pour avoir continué sur le bois les lignes commencées sur le papier, ce n'était pas possible. Ce que je désigne aujourd'hui comme soif de continuité, cette formule vague, reflétait sans doute une réalité que j'étais bien incapable de formuler. Ce registre-là, Miette était la seule personne dans mon entourage à pouvoir le comprendre. Elle n'a pas éclaté de rire, ne s'est pas moquée de moi, ne m'a pas demandé pourquoi j'avais fait ça. Elle a courageusement pris mon parti et je n'en attendais pas moins d'elle. Pas plus que je ne demandais à Miette de ne pas mentir lorsque je le savais, elle me racontait des histoires inventées de toutes pièces en m'affirmant que c'était la vérité, il ne me serait venu à l'idée d'expliquer certains gestes absurdes. Celui-là, par exemple. Quand elle n'était pas chez nous, Miette allait souvent passer le week-end chez une sœur de sa mère et son mari. D'un premier mariage de cette tante, il y avait 2 enfants qu'elle aimait beaucoup. La fille de son âge en particulier, dont j'étais un peu jalouse. Ai-je parlé des liens compliqués et tortueux, inclassables qui existaient dans cette famille ? La mère de Miette était fille d'une écrivaine féministe américaine célèbre, plusieurs fois mariée, de ce fait mère et belle-mère d'une nombreuse progéniture des 2 côtés de l'Atlantique, artistes déjantés pour beaucoup d'entre eux, riches collectionneurs parfois, noceurs invétérés presque toujours. Un enchevêtrement familial mêlé jusqu'à l'endogamie dans ce microcosme artistique des années 50, un monde bambocheur, jouisseur, nocturne et désespéré, où se côtoyaient la drogue, l'alcool, le sexe et la mort. À vrai dire, des personnages fantomatiques qui maillaient cette parentèle excentrique, Miette parlait peu. D'ailleurs, ils se fréquentaient peu et leurs relations tenaient plutôt à des communautés de comportement qu'à des liens de tendresse. Les seuls membres de sa famille avec lesquels elle semblait entretenir des liens d'affection étaient cette tante, son mari et leurs 2 enfants. Miette me décrivait un appartement extraordinaire, un atelier au plafond cathédral avec une mezzanine. Elle parlait de la liberté qu'elle, sa petite sœur et la fameuse cousine y avaient et évoquait avec une admiration non feinte sa tante T, belle comme un astre, et un oncle non moins fascinant qui conduisait des voitures de sport et emmenait tout le monde manger des huîtres à Dieppe pour le petit déjeuner. Un peu envieuse de ces instants de vie sortant de l'ordinaire, dont elle laissait parfois échapper des bribes, j'avais demandé un jour à Miette de l'accompagner. Mais elle avait refusé. Nous passions une grande partie des vacances et des fins de semaine dans la maison de ma grand-mère, à Véteuil, un village non loin de Paris. Avec mes 3 cousins, mon frère, Miette, son frère et sa sœur, et 2 garçons du village, nous formions une bande d'enfants dûment organisée et hiérarchisée. Début des années 60, à Véteuil. C'est l'été. Je la revois, planquée derrière une touffe d'herbe. Immobile, elle tient serré dans son poing le silex qu'elle a choisi pour son arête bien coupante. On avance à pas de loup, comme des indiennes, dans les hautes herbes de la falaise. En bas, il y a la Seine avec sa large boucle où l'on canote en été. Entre les deux, les grottes crayeuses où l'on joue aux hommes préhistoriques et où l'on n'a pas le droit d'allumer des feux. Parfois, on en trouve pourtant de ces foyers de vagabonds,
un petit tas de cendres froides entre deux pierres, à côté d'une boîte de conserve au bord déchiqueté. Un chamaillard a mangé là, s'est posé, a peut-être passé une nuit, a eu froid, s'est enroulé dans une vieille couverture derrière ce pilier, a eu peur de la nuit, des chauves-souris qui pendent au plafond et du cri de l'effraie qui niche un peu plus haut sur le replat. Aujourd'hui, on n'est pas là pour les vagabonds ni pour les grottes. On est là pour les lapins. L'autre soir, à la laiterie, on a entendu le mot. Quelqu'un l'a prononcé à voix basse, comme une maladie honteuse, un fléau punitif, et il s'est répandu dans les tables, s'est mêlé à l'odeur douceâtre de la bouse. Le mot, c'est Miette qui l'entend la première, avant moi. Je n'ai pas saisi, il est compliqué. Je la fais répéter. La myxomatose, myxomatose. L'épidémie est là, on en compte des dizaines qui se traînent par les chemins et les bois, qui risquent de contaminer les chiens, et peut-être bien les vaches, et les enfants qui font leurs doigts partout. Dans la nuit du retour, les bidons tièdes battant contre nos mollets, Miette me souffle. Pauvre bête! Plus tard, dans nos lits jumeaux, elle me les décrit en spécialiste, scientifiquement, anatomiquement. Les gueules boursouflées, les yeux enflammés, les bubons purulents, les nœuds de chair violacés qui déforment les oreilles et le cul des bêtes, les organes qui pourrissent de l'intérieur et finissent par leur sortir par le cul. C'est ça qu'elle dit par le cul, avec un luxe de détails. On ne peut pas les laisser comme ça, c'est trop dégueulasse. Et je ne sais pas si le dégueulasse s'applique à la description des symptômes qu'elle vient de m'énumérer ou au sentiment d'immense compassion pour l'agent Lapine. Tu sais ce qu'on va faire ? Le réverbère de l'église toute proche éclaire notre chambre et fait briller les yeux de Miette. On va abréger leur souffrance. Je dis oui, on va le faire, sans encore savoir quoi. On va les tuer, elle dit encore. On n'a pas le droit de les laisser souffrir. Je répète, oui, on n'a pas le droit. Miette et moi, nous aimons les animaux plus que les hommes. Les animaux sont ces lâches qui baissent les bras devant cette saloperie de myxomatose. Comme on ne sait pas trop comment faire pour tuer, on réfléchit aux moyens. Les lapins, on pense que ça meurt facilement. On se munit chacune d'un caillou bien tranchant. Il y en a beaucoup sur le plateau, que les labours vomissent chaque automne. Le lendemain, sitôt le porridge avalé, on part en campagne. On sillonne le plateau, arme à la main. On croise le berger, Watteau, qui nous demande où nous allons de si bon matin, étonné par notre air farouche. Miette répond du tac au tac. « Mêle-toi de tes oignons, Watteau !» Watteau, on ne le craint guère dans le coin. Il garde quelques moutons sur le plateau, passe pour un débile léger. Miette et moi pensons qu'il le fait semblant d'avoir cet air idiot. Maintenant, on est là, avec nos pierres coupantes, prêtes à rendre justice au monde vivant en offrant à de malheureuses bêtes la mort à laquelle elles devraient avoir droit. Sûre, rapide. Miette dit que la mort est quelque chose de simple. Il ne faut pas la compliquer par d'inutiles maladies. Sa connaissance intime de la mort fait partie de l'échantillonnage de savoirs complexes qui lui appartiennent en propre. Miette est investie d'une mission. C'est aussi là toute son effrayante grâce. Derrière ses fossettes, Miette est capable de tuer. Je l'admire et la crains. Si elle peut tuer les lapins atteints de myxomatose, de quelle maladie honteuse dont je serais affectée à mon insu pourrait-elle aussi me soulager ? Son regard est tendu vers le lapin qui agonise un peu plus loin. Miette est immobile, un chat qui surveille sa proie. Dans ma main aussi, le caillou tranchant. Mais je ne saurais pas m'en servir, je le sais, je ne le ferai pas, ça, que Miette m'a indiqué en désignant le sien. Sauf qu'un lapin n'a pas vraiment d'encolure où porter le coup fatal. Celui-là sursaute, bondit bizarrement. Brusquement affolée, elle se met à frapper partout, la tête, la gueule, le dos. Ça résiste, ça refuse de mourir. Cette saleté refuse la main tendue. Miette ne s'y attendait pas. Elle s'énerve, bloque la bestiole de sa main libre, s'acharne. Le lapin s'immobilise d'un coup, bouilli de chair et de cervelle. Miette pousse un cri de victoire en se redressant. « Viens, espèce de poule mouillée, là-bas il y en a un autre !» Une bête suffoque sur un talus. Cette fois, au premier coup porté, le corps s'affaisse et ne bouge plus. D'un œil sévère, Miette me fait signe qu'on continue. Un peu plus loin, deux autres se traînent sur l'herbe rase. Miette frappe, du même coup précis. Je voudrais courir jusqu'à la maison, entendre ma grand-mère chantonner dans la cuisine en épluchant ses légumes, oublier les lapins, la myxomatose, les maladies, la mort, oublier Miette qui s'escrime sur un autre garenne à l'agonie. « Arrive, qu'est-ce que tu fous ?» J'arrive. Nous pouvons passer de longues semaines sans nous voir, d'autres au long cours où nous nous voyons continuellement. Notre amitié ne se situe pas sur le registre fusionnel des codes adolescents dans lesquels le silence, le tiret dans la phrase sont une insulte à la vie.
Nos échanges sont semés de ces tirets. Avec nos autres amis, nous sommes pourtant bien ces adolescentes-là, bruyantes, bavardes, empathiques, absurdes, mais pas ensemble. Nous éprouvons l'une envers l'autre un sentiment d'indépendance qui ressemble à une forme de respect. Hors de notre quotidien commun, Miette disparaît. Impossible de me l'imaginer dans sa vie de tous les jours, se levant le matin dans le petit 2 pièces de la rue S, préparant son cartable, prenant ce petit déjeuner, souvent toute seule, et alors il faut allumer le gaz, faire chauffer le lait. Et les week-ends chez sa tante sont soit une abstraction, soit auréolés d'histoires invraisemblables. Ainsi me raconte-t-elle un jour que son oncle a du lait dans la poitrine. J'essaye de me représenter cet oncle que je ne connais pas, cet oncle à la nature mystérieuse, et s'impose une image formidable, mythologique, une image admirable que cet oncle à lait, qui me rappelle les centaures et les êtres fabuleux des récits de la Grèce antique que nous lit mon père le soir. Nous avons 13 ans. Cette année-là, mes parents ont fini par divorcer après de longues années et cette séparation officielle me plonge dans le désespoir. Miette hausse une épaule avec une sorte de mépris. « C'est rien, tu verras, c'est juste qu'au début de l'année, dans la fiche de l'école, à profession du père, tu devras mettre parents divorcés. » Curieusement, je me satisfais de cette réponse. Au fond, je pense que cela me convient. Aucun de mes parents n'a une profession clairement identifiable. Homme de lettres, écrivais-je parfois sans conviction. Quant à ma mère, j'aurais aimé pouvoir mettre, comme la plupart de mes congénères, mère au foyer, mais précisément la mienne ne l'est pas au foyer, pas du tout, et je ne sais trop qu'écrire. Et sans doute l'idée de pouvoir enfin faire rentrer dans la case « profession du père » et « de la mère s'il y a lieu » une formule bien campée, me pose-t-elle en quelque sorte vis-à-vis de Miette, vis-à-vis de mes camarades de classe qui ricanent toujours lorsque je réponds poète à « il fait quoi ton père ?» Aussi, à la rentrée suivante, lorsque le professeur de français, épluchant ses fiches, me fait remarquer en pleine classe que parent divorcé n'est pas un métier, je suis parcourue d'un sentiment mitigé. Miette m'a trompée. Et en même temps, à cet instant précis, toutes les têtes se sont tournées vers moi. Grâce à elle, je suis enfin devenue intéressante. J'aurais voulu tracer la ligne de cette vie, restaurer une continuité dans un dessin haché, puisque ma mémoire n'est à présent que l'absence d'elle que mon souvenir interroge. Mais l'absence était déjà notre marque. Entre Miette et moi, il était toujours trop tard. Nos récits nous précipitaient invariablement dans un temps qui n'appartenait plus à l'enfance. C'était trop tôt, en réalité. Parfois, je sentais que nous nous aventurions trop loin. J'avais envie de la tirer par la manche, de lui dire « Attends, reviens, on fait pouce ». Je n'osais pas. Elle sentait ma réticence, se moquait gentiment de moi. Aujourd'hui, je me dis que peut-être elle n'attendait que cela. Mais nous ne pouvons pas parler de cela aujourd'hui. Miette a mis entre ce temps-là et aujourd'hui un obstacle infranchissable. Après 68, Miette et moi nous sommes perdus de vue. J'errais dans des militantismes auxquels je n'adhérais pas vraiment et des idéologies d'occasion. Miette, elle, s'était engagée corps et âme dans la seule passion qui la tenait, les chevaux. Je n'ai pas compris la signification de ce geste qui me paraissait alors seulement relever de la tête brûlée, un peu obsessionnelle qu'elle était. Nous venions de passer le bac. À la rentrée de 68, elle s'est engagée comme palefrenier dans les écuries de Chantilly. Un an plus tard, elle y rencontrait un jockey anglais dont elle eut 2 enfants coup sur coup, sans jamais former couple. J'appris la naissance de son premier enfant, un garçon, par ma mère, qui le savait de la sienne. Pourtant, à travers cette vie étrange et radicale qu'elle se faisait, je devinais que Miette était larguée. Nous nous sommes retrouvés à la naissance de sa fille. Le jockey anglais avait disparu dans la nature, les écuries avaient cessé de lui plaire, et elle s'était repliée dans une vie étriquée de secrétaire qui ne lui ressemblait pas. Je suis allée un soir voir le bébé, qui avait déjà quelques mois, dans une petite rue du côté de la place Voltaire. Miette était gaie ce soir-là, contente de ma visite. Elle adorait ses enfants, la petite fille était mignonne, on a bu du vin blanc et évoqué nos rêves d'autrefois. Elle m'a dit « Si j'avais su que la vie était une telle merde ». Ce soir-là, elle m'a décrit avec un humour féroce les travers de ses patrons,
qui exploitait sa misère et son dévouement. On a ri comme des folles. Elle avait toujours ses fossettes et ses merveilleux yeux verts. 1 ou 2 ans après cette visite, elle m'a téléphoné. J'ai changé de vie, j'ai tout bazardé, je me suis installée dans le sud, dans la maison de ma mère. Enfin, je respire. Elle m'a fait promettre de descendre la voir. Je ne suis pas venue tout de suite. Seulement quelques années plus tard, pour lui présenter ma fille, encore tout bébé. Ses enfants avaient grandi. Seule avec eux dans ce hameau, elle avait traversé des hivers pluvieux, dans une petite maison mal chauffée, en plein maquis gardois. Quand je l'ai revue, elle avait quitté cette maison, s'était finalement mariée à un agriculteur aisé, vivait dans une grande ferme, une bâtisse austère, orientée au nord. Nous sommes restés déjeuner et puis l'après-midi. La maison était à flanc de colline et le soleil a disparu de bonne heure derrière le dévers, trop tôt pour un après-midi d'été. La vaste cour s'est emplie d'ombre. Je ne saurais dire pourquoi il y avait quelque chose de triste dans cette immense demeure. Était-ce l'omniprésence de la pierre, l'épaisseur des murs, l'étroitesse des ouvertures, la hauteur des plafonds ou la sobriété du mobilier, l'intérieur sombre et vaste, la cuisine sommaire? Quelque chose d'une chaleur familiale manquait que manifestement Miette n'avait pas su ou pas voulu créer ici. Je suis repartie de ce court séjour avec un sentiment mitigé. Je n'ai jamais revu Miette. Je suis tenaillée par un profond sentiment d'injustice dont je ne sais s'il tient à ce qui s'est réellement passé pour Miette, la réalité des faits eux-mêmes, le secret qu'elle a obstinément gardé, ou à la trajectoire irréversible que ce secret aura déterminée. Ces faits dont elle n'aura su que faire, qu'elle aura enfouis au plus souterrain de son être et qui auront lentement rongé le puissant principe de vie qui était en elle. Cette gaieté irradiante qu'on lit sur le visage de l'enfant ébouriffé du banc et dont je me lamentais au temps de notre amitié de ne pas posséder le 10e, l'hilarité heureuse de la petite fille qui fixe hardiment l'objectif. Entre cette photo et la scène finale, une main de fer se sera abattue qui lui aura fait mordre la poussière et aura maintenu son souffle et son regard à hauteur de terre. Comme toute image, comme celles successives qui auront rythmé son parcours de vie, l'ultime tableau la concernant n'a collé pour moi à aucune réalité. C'est ce coup de téléphone à la fin des années 90. Miette est morte. Elle s'est pendue. J'ai su après qu'elle n'avait pas vraiment tenu en place dans sa vie de femme mariée et installée. Qu'elle avait quitté la grande ferme austère après quelques années avec son aîné pour s'installer à Montpellier, où elle avait repris des études, obtenu une maîtrise d'anglais et un CAPES. J'ai su que celui qui l'a découverte, pendue dans la salle de bain, était son fils, alors âgé de 17 ans. Sur la porte, il y avait un mot. « N'entre pas, préviens la police. » Le garçon est entré. Bien sûr, il est entré. Il y a dans la fatalité de cette mort quelque chose d'insupportable. Cet arc de cercle qui s'infléchit brutalement vers l'âge de 10, 11 ans et annonce déjà la fin. C'est cet arc l'insupportable, quand on le regarde du début et puis après qu'il s'est enfoncé dans la terre, comme si on avait toujours su et qu'on y avait été joyeusement, tous ensemble, comme Janusz Korczak qui emmenait tous ses enfants à la mort ce jour ensoleillé de juillet 1943 dans le ghetto martyrisé de Varsovie après leur avoir fait mettre leurs plus beaux habits et qui leur enjoignait de chanter sur le chemin de Treblinka. Et ils le faisaient, ils chantaient parce qu'ils étaient heureux d'être avec lui et qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir. Miette, elle, savait. Elle savait quelque chose. Après, bien après, j'ai appris que l'oncle de Miette l'avait violée régulièrement. L'oncle fabuleux. Pendant des années, pendant toute son enfance en réalité. L'oncle de la belle voiture et des huîtres au petit déjeuner. Entre 10 et 15 ans, presque chaque week-end.
J'ai su qu'à 15 ans, elle avait déjà fait une tentative de suicide, que l'affaire avait été dûment étouffée par tout le monde. Il n'y avait pas d'affaire. Encore bien après, j'ai su que l'oncle avait également violé sa propre belle-fille, la fameuse cousine, que celle-ci s'était également suicidée à 22 ans, qu'il avait aussi violé la jeune fille algérienne qui gardait les enfants, qui s'était aussi suicidée. J'ai su aussi que l'oncle n'avait jamais été vraiment inquiété. L'annonce. Cette mort apprise après coup, presque par hasard. Tu as su ? Cela avait déjà eu lieu le jour du téléphone, comme si cette mort même était déjà à demi effacée. Sur l'estran encore humide, il y avait eu une première marée. J'aurais dû avoir su pour Miette. Elle était mon amie sœur. J'aurais dû avoir su en temps voulu. Il y avait quelques jours, quelques semaines, sa mère m'aurait appelé, son frère, sa sœur. L'impossible annonce aurait été prise dans l'effondrement de la phrase. Miette est morte. Je serais allée à l'enterrement dans le petit cimetière du Gard, écrasé d'un insolent soleil, crissant de grillons. J'aurais vu le cercueil, embrasser des joues visqueuses. J'aurais été dans l'instantané de sa mort, là où il fallait, au moment où il le fallait. Quand le fallait-il, puisque ce moment-là, pour Miette comme pour moi, il fallait au contraire précisément qu'il n'existe pas. Il fallait qu'elle disparaisse de ma vue dans les noirs moments et que je disparaisse de la sienne. Notre temporalité requérait les anachronismes. Et ces années plus tard, cet ultime contretemps, cette mort apprise à retardement, me semble tout à coup comme un signe que Miette me fait. L'ultime sursaut de nos rendez-vous manqués me semble étrangement cohérent. Alors ce signe, je le prends, conserve dans la mienne la main qui appartient à ce corps, lequel, ne pouvant parler, m'annonce pourtant, en un chuchotement, sa propre mort.